Donc Donc bonsoir à bonsoir. toutes et à tous. Ce soir, c'est la première séance de formation sur la laïcité, ce qu'elle est, ce qu'elle n'est pas. Nous aurons deux parties. Céline Pio qui va nous faire sa présentation et qui est une camarade de Mont-de-Marsan, docteur en histoire, et extrêmement par ailleurs compétente sur le sujet. Et ben, écoute Céline, je vais moi me couper la chic tout seul et je vais te laisser prendre la main et partager et commencer ta présentation. Très bien, Frédéric, merci. Bonsoir à toutes et tous. Merci d'avoir de vous être inscrit à cette formation. Donc, Frédéric l'a rappelé, elle sera en deux parties. C'est important que vous puissiez la partie car les deux se complètent vraiment. Le titre, donc je vais partager le document ensuite, mais le titre, Frédéric l'a rappelé, la laïcité, ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas. Il ne faut pas y voir tout de suite une affirmation au sens un peu trop assertif, un peu une injonction, et dire ce que la laïcité doit être, comme s'il n'y avait qu'une seule façon de penser qu'on ne pourrait pas discuter. C'est volontairement provocateur, puisqu'en définitive, la laïcité, c'est très très simple. Beaucoup de gens considèrent que c'est compliqué, mais en fait, la définition est très simple. Et ce qui complique et qui apporte de la confusion, c'est plutôt les différentes interprétations, voire les instrumentalisations par notamment des forces politiques. Et c'est ça qui complique et qui peut rendre difficile l'accès à la laïcité. Mais en définitive, elle est simple. Alors avant de démarrer véritablement, mais je vais quand même partager déjà pour que vous repériez un petit peu le plan qui va être suivi. Voilà, tout le monde voit bien. Donc je vais démarrer par euh, non pas quelque chose d'anecdotique, parce que ça serait à partir d'exemples, mais vous allez voir des analyses d'enquête et de quelques extraits d'ouvrages. En une heure, on ne peut pas faire une analyse trop développée, pour donner ensuite à cette formation une dimension à la fois épistémologique, historique, juridique, politique et sémantique. Et j'aurais pu rajouter, j'ai oublié également la caractérisation d'une dimension philosophique. Mais après, on pourra bien sûr continuer et échanger. Alors, vous le savez sans doute, j'enseigne à l'INSPE, c'est-à-dire un endroit où on forme les futurs enseignants, et j'ai spécialement les futurs professeurs des écoles. J'ai aussi de temps en temps des futurs professeurs d'histoire en collège et en lycée. Je suis également la référente laïcité de l'INSPE de l'Académie de Bordeaux. Et à l'INSPE, on a trois façons, quand on est prof d'histoire, d'aborder la laïcité, dans les TD d'histoire, dans les TD de MC, et puis également dans le module transversal qui a été développé non pas sous Blanquer comme il le laisse croire, mais depuis 2004, c'est-à-dire au moment de la fameuse loi du 15 mars 2004, où on explique cette dimension historique et juridique, et on fait également des cas concrets, des cas pratiques de situations comment les enseignants ensuite doivent répondre aux difficultés. Alors, c'est déjà, mine de rien, une première difficulté que les cas pratiques ne soient que quand il y a des contestations de la laïcité. Ce qui laisse un petit peu croire aux futurs enseignants que la laïcité serait nécessairement toujours contestée et pas bien comprise par les élèves. Donc j'essaie, moi, de donner une dimension beaucoup plus propulsive à la laïcité et montrer au contraire ce qu'elle permet, ce qu'elle garantit. Mais déjà, il faut comprendre un peu le contexte. Et alors justement, chaque année, en début d'année, je démarre par une petite évaluation diagnostique qui me sert d'une base d'enquête, d'une enquête vraiment scientifique, universitaire, que l'on mène avec plusieurs collègues, qui se développe sur plusieurs années. Et donc, depuis, j'ai un corpus de données qui est presque de 500 réponses. Donc, on n'est vraiment pas sur de l'exemple anecdotique. Et je demande en début d'année aux étudiants, alors bien sûr, on est dans un contexte particulier, c'est les futurs enseignants, c'est pas toute la population, on est bien d'accord. Mais je leur demande de définir de façon très simple la laïcité en une phrase. Eh bien, on a à peu près, alors il y a, on va dire, 20% de réponses qui sont fausses, complètement erronées, hein, vraiment.
Donc la laïcité est confondue avec l'athéisme. Bon, voilà, c'est la grosse erreur qui est la plus fréquente. Et puis, dans les réponses qui sont justes, on peut les classer en deux catégories. 75% à peu près ne voient la laïcité que par les interdits. Donc, l'interdiction, en particulier, d'avoir, de porter des signes religieux à l'école. Alors, je peux comprendre que la dimension scolaire soit un élément de réponse et que les étudiants se réfèrent à cette loi de 2004 parce qu'on est à l'INSPE et qu'ils pensaient peut-être que je leur demandais la laïcité à l'école, mais je ne demandais pas ça, je demandais la laïcité en général. Et de toute façon, parfois, la réponse, elle est pas forcément fausse, mais incomplète, puisqu'on peut avoir l'interdiction des signes religieux, tout court, il n'y a pas l'adjectif ostensible qui est rajouté, et puis il peut y avoir aussi une confusion entre service public et espace public, puisqu'on peut avoir tout simplement l'interdiction des signes religieux à l'école et dans l'espace public. Donc, on voit bien déjà, rien qu'avec cette petite question, que la définition n'est pas claire pour des jeunes qui, alors bien sûr, n'ont pas tous fait des études d'histoire ou de philo, mais tout de même, ce sont des futurs, enfin, ce sont des citoyens, hein, des électeurs a priori, et des futurs enseignants. Donc, quelle que soit la justesse ou pas de la réponse, de toute façon, c'est classé par les interdits. La laïcité est vue à travers les interdits. Et 25%, si on compte bien, hein, 75, 100%, ça fait 25, qui voient la laïcité plutôt par ce qu'elle permet. Euh, donc ça, c'est déjà bien, mais c'est tout de même un pourcentage assez faible. Et pour la plupart, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet surtout la liberté, sans forcément caractériser cette liberté. La liberté de conscience n'arrive pas, l'expression ne vient pas. On est plutôt sur de la liberté d'expression, de la liberté de penser, de la liberté de culte. Et puis ceux qui sont en train de comprendre l'idée de liberté de conscience ne disent pas l'expression, mais vont dire la liberté de croire ou de ne pas croire. Alors, ce n'est pas faux, bien sûr, mais cela limite la laïcité aux simples convictions religieuses. On oublie les convictions politiques, personnelles, spirituelles, et on va réduire uniquement par rapport à la dimension religieuse. Donc ça, c'est déjà intéressant de voir cette représentation qu'on peut avoir de la laïcité. Et après, je demande, et j'espère que vous voyez la totalité du tableau, mais de toute façon, je vais le commenter. Je demande de trouver, alors c'est une question ouverte, de trouver un mot qui est le plus proche, le plus synonyme, celui qui caractériserait le mieux la laïcité. Alors évidemment, parfois des mots reprennent ce qui avait pu être dit dans la première question qui demandait à définir, mais et je demande après cette question à la fois aux premières années, ceux qui sont étudiants en première année de master, à ceux qui sont étudiants en deuxième année, donc qui ont eu des cours pendant la première année, donc les réponses ne sont pas les mêmes, et je demande ensuite aux enseignants un exercice. Eh bien, les trois mots qui arrivent, euh, c'est toujours liberté en tête, neutralité. Donc là, je pense que c'est encore parce qu'on est dans le champ scolaire qu'il y a cette idée du fonctionnaire qui doit être neutre. Et puis ensuite, c'est le mot tolérance. Alors là, c'est très intéressant et on en parlera surtout lors de la deuxième partie de la conférence. Parce que le mot tolérance n'est absolument pas un synonyme de laïcité. Ça sera donc bien sûr dans ce que la laïcité n'est pas. Mais ce qui est un peu inquiétant, c'est que c'est la majorité de professeurs des écoles, à 25%, qui donnent la réponse tolérance. Donc, bon, ça interroge un petit peu. Mais à leur décharge, d'abord, quand ils entendent parler de laïcité aujourd'hui par les médias, c'est toujours à travers les interdits. Ensuite, il y a les confusions liées, je le rappelais tout à l'heure, aux instrumentalisations de certaines forces politiques. Et puis également, euh, à l'inverse, les programmes d'histoire et de MC, surtout enseignement moral et civique, apportent ou confortent de la confusion. Parce que le mot tolérance est employé lui-même dans les programmes et c'est compliqué pour les étudiants et les futurs enseignants de bien comprendre ce que ça signifie vraiment. Alors, j'ai l'air d'insister un petit peu là-dessus, mais en fait, c'est important de comprendre les représentations pour pouvoir
les combattre et pour ensuite faire un cours qui permette de montrer que la laïcité, ce n'est pas que les interdits, mais c'est aussi une loi d'émancipation, enfin une loi, un principe d'émancipation et de protection et d'égalité. Le mot égalité ne revient jamais quand je demande, ou très très peu, quand je demande à définir ou à caractériser la notion de laïcité. Et la prochaine fois, on verra dans ce qu'elle n'est pas, donc je ne déflore pas aujourd'hui, mais est-ce qu'elle est une valeur ou est-ce qu'elle est un principe? Là aussi, c'est une grosse question qui perturbe beaucoup les futurs enseignants et pourtant c'est capital. Et je voudrais terminer un petit peu l'accroche par rapport à mon expérience avec les étudiants, mais pour montrer justement que la laïcité n'est vraiment pas comprise, même quand il y a des cours à l'INSPE, quelques exemples qui montre qu'elle est vue par les interdits, ou alors que quand elle est vue comme n'étant pas que des interdits, eh bien on est dans l'aspect de tolérance, ou ce fameux vivre ensemble, qui est un mot, une expression qui m'insupporte, puisqu'elle est très compassionnelle, et la laïcité, c'est au-delà de ça. Je donnais une leçon en géographie sur comment faire acquérir aux élèves, notamment de cycle 2, la notion d'espace. J'avais distribué un plan d'une ville. Donc il y a tout un langage cartographique et les étudiants devaient trouver des activités à faire avec ce plan pour leurs futurs élèves et les questions à poser. Et puis une étudiante, voyant ce plan, me dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas du tout avec la laïcité. L'Église, elle est symbolisée sur le plan avec une croix. Mais c'est pas possible. On est à l'école et l'école est laïque. Et je lui dis, mais où est le problème? C'est un plan, c'est un langage cartographique, la mairie c'est un rectangle, s'il y avait eu une mosquée on aurait mis un petit croissant, et l'église c'est une croix. On ne te demande pas d'y croire, on ne te demande pas d'y rentrer, c'est juste un langage cartographique. Il ne faut pas voir non plus dans la laïcité l'interdiction de tout ce qui concernerait du vocabulaire ou de la symbolique religieuse. Il faut faire attention. Euh, À l'inverse, autre exemple complètement à l'opposé, quand je demandais, cette fois pour faire acquérir la notion de temps, et en particulier en maternelle, quels outils pédagogiques les futurs enseignants pouvaient mobiliser pour faire acquérir cette notion, alors qu'il y en a énormément, le sablier, le calendrier, une plante qui pousse, faire des photos des arbres dans la cour pour voir les saisons, la littérature de jeunesse, et j'en passe, eh bien, quelle a été ma surprise depuis quelques années de voir le calendrier de l'Avent. Alors qu'on a plein d'autres calendriers que l'on peut utiliser, pourquoi celui de l'Avent? Et là, évidemment, on a discuté, les étudiants ont compris en quoi ce n'était pas tout à fait sa place dans une école publique laïque. Et c'est amusant parce qu'il y a quelques semaines de ça, on a dans l'Aisne un inspecteur de l'école primaire qui a fait une circulaire interdisant l'usage du calendrier de l'Avent. Et tout de suite, on a des hommes politiques comme Xavier Bertrand qui sont montrés au créneau pour dénoncer cet inspecteur et dire que dans notre euh, contexte et notre fond culturel judéo-chrétien, c'était tout à fait logique, même à l'école publique, d'utiliser le calendrier de l'Avent. Et la ministre d'alors avait il dit, on peut utiliser le calendrier de l'Avent à supposer qu'il soit sécularisé. Alors, je ne sais pas trop comment on peut séculariser le calendrier de l'Avent, mais bon, c'est forcément un outil religieux, et comme on a tellement d'autres outils pas du tout religieux, pourquoi utiliser celui-là? Et je finis par un dernier exemple, parce qu'il me permet de faire la transition. Il y a quelque temps de ça, donc en 2019, je dois participer à une réunion dans une école maternelle où l'inspecteur de la circonscription devait être présent. C'était quelques jours avant les vacances de Noël. Il y avait un magnifique sapin qui trônait dans la salle avec l'étoile du berger. Qu'il y ait un sapin, soit, c'est pas une obligation, mais bon, pourquoi pas, mais il n'était absolument pas laïcisé du fait qu'il y avait l'étoile du berger. Je passe devant et j'interpelle l'inspecteur, que je savais être de gauche, en lui disant, ah ben, dites donc, c'est quoi ce truc-là, l'étoile du berger? Et lui me répond, ah mais moi, ça ne me choque pas. Et là, moi, je lui dis, ben, je suis désolé, moi, ça me choque, et si un inspecteur n'est pas choqué, mais très bien, continuons, parfait. Pendant 3 ans, il m'a fait la gueule après cet inspecteur. Bon. Mais c'est pas ça que j'aurais dû lui répondre. J'ai réfléchi après.
qu'est-ce que ça veut dire quand il m'a dit, moi, ça ne me gêne pas, ça ne me choque pas? Mais on n'est pas là pour parler de soi quand on est inspecteur ou professeur dans sa fonction de fonctionnaire avec la neutralité. On est là pour faire euh, euh, passer les lois, respecter les lois et les règles. Et qu'on soit gêné ou pas gêné à titre individuel, il n'y a pas à faire rentrer de l'affect et du personnel. Euh, il y a un principe clair. Et donc, quand on voit que déjà l'institution et les fonctionnaires garants de cette institution sont pour diverses raisons le pas de vague ou la politique de l'autruche, ou je ne vais pas aller m'embêter avec la directrice d'école, ou bon, c'est pas bien grave, allez, on va faire comme si on n'avait pas vu, et bien là, on voit qu'on commence déjà à faire des accommodements, fût-ce-t-il raisonnable ou pas, qu'on fait en tout cas des reculs et que progressivement les religieux, ils avancent et les laïcs, ben, finalement, acceptent, pour diverses raisons, d'avoir autant d'entorses. Alors vous voyez, j'ai insisté un peu longuement sur ces petites anecdotes, mais qui montrent que c'est très révélateur et qu'on a quand même du boulot à faire et on verra ensuite comment y arriver. Bien. Et juste dernier aspect sur le plan institutionnel et par rapport à mon expérience professionnelle, il y a un module de travail qui est de la recherche, de l'initiation à la recherche. Et moi, je travaille sur l'enseignement des questions socialement vives, et en particulier donc la laïcité. Et beaucoup d'étudiants ne veulent pas prendre ce sujet pour faire après leur mémoire parce qu'ils me disent c'est un sujet casse-gueule, c'est un sujet trop compliqué. Et en fonction du jury, si on ne dit pas ce qu'il faut dire, on risque d'être mal noté. Donc on voit bien que l'idée qu'il y aurait plusieurs définitions à la laïcité peut venir bloquer l'envie de développer ses connaissances sur la laïcité. Alors, à la décharge des professeurs des écoles et des étudiants, tout à l'heure, je vous ai dit que les programmes n'étaient pas très bien rédigés. D'un côté, la laïcité, c'est un principe. Trois lignes après, c'est une valeur. Les valeurs de la République, c'est liberté, égalité, fraternité et laïcité. Puis, c'est simplement liberté, égalité, fraternité. Donc, c'est vrai que les gens qui lisent les programmes ont du mal à comprendre. Et dans la littérature de jeunesse qui est censée aider les enseignants, c'est vrai que ce n'est pas très facile non plus. Il y a des albums qui sont censés traiter de la laïcité, et je vous ai mis celui-là, Au pays des Wakikinou. Bon, le graphisme n'est pas terrible, mais bon. La République et la laïcité expliquée aux enfants. Alors, c'est un album qui s'adresse déjà à du cycle 2, c'est-à-dire des enfants de 7 ans, 8 ans, 9 ans. Pour autant, il y a beaucoup de vocabulaire. Alors l'histoire est intéressante en soi, puisque c'est deux individus, deux chefs de tribus. Un veut imposer la vérité vraie et l'autre la vraie vérité. Donc on voit bien que l'album veut traiter de l'antidogmatisme. Bon, très bien. Mais je vous ai mis un petit extrait. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est en bas de la première page, la page 6. Regardez comment est traitée la laïcité. Tout le monde se regardait avec suspicion. Pourtant, un jour, l'apôtre de la laïcité, l'archange de la tolérance et le grand esprit de la République arrivèrent ensemble et mirent de l'ordre. Donc quand on associe archange de la tolérance, apôtre de la laïcité dans un album censé expliquer ce qu'est être la laïcité, alors c'est pas évident d'expliquer la laïcité à des enfants. Séparation Église et État, c'est compliqué. L'État, c'est très très virtuel pour des enfants. On est bien d'accord. Et je comprends bien que les albums passent par plutôt le côté, je le mets entre guillemets, vivre ensemble. Mais quand on associe ce type de vocabulaire, on ajoute de la confusion. Alors, par l'éditeur, j'ai eu le contact avec l'auteur qui n'a absolument pas vu ce que je voulais lui faire toucher du doigt, qui était qu'il participait à la confusion avec le mot apôtre de la laïcité. Bon, cet album, je le propose à des collègues pour le tester. Aucun enseignant n'a envie de l'utiliser parce qu'il est vraiment, euh, voilà, il génère de la confusion. Mais c'était pour vous montrer que les outils pédagogiques ne sont pas à la hauteur et à la décharge des enseignants. Si eux n'ont pas eu de formation, avec ces ressources pédagogiques, ben, c'est très difficile de s'y retrouver. Or, les enseignants sont censés former les futurs citoyens, et si eux-mêmes leur donnent une mauvaise définition de la laïcité, ben, c'est un peu compliqué pour après. Mais alors, ce qui va compliquer encore un peu plus, c'est que
aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années à peu près, de plus en plus de chercheurs, sociologues, historiens ont l'habitude, c'est devenu la mode, de mettre le mot laïcité au pluriel. Logiquement, il n'y a qu'une définition, on y reviendra tout à l'heure, de la notion de laïcité. Et là, quand on voit laïcités hein, au pluriel, notamment ce livre-là, dont Florence Rochefort, qui fait partie d'une équipe avec Jean Bobéro, hein, ceci explique cela aussi. Donc, je vous ai mis un extrait de ce livre. Le pluralisme des courants qui ont porté le processus de laïcisation, variabilité historique du contenu de la laïcité. Alors, ce qu'elle sous-entend, évidemment, c'est que pour comprendre cette phrase, il faut vraiment lire la suite du livre. En définitive, elle explique bien qu'il n'y a pas enfin, qu'il y a une seule définition et qu'il y a plusieurs interprétations. D'accord, c'est vrai. Pour autant, de mettre laïcité au pluriel conforte l'idée qu'il y aurait plusieurs définitions et plusieurs types de laïcité. Évidemment, un des provocateurs comme titre, c'est le travail du sociologue Bobéro, Les sept laïcités françaises, et donc je vous ai mis quelques extraits et on va les analyser. Beaucoup trient entre ce qui serait la laïcité et ce qui ne le serait pas et magnifient une laïcité idéale. Alors, vous voyez quand même que Bobéro est assez incroyable, puisque jamais il ne nomme qui est visé, qui c'est qui trie. Je ne sais pas de qui il parle. Est-ce qu'il parle de la droite, de l'extrême droite? Est-ce qu'il parle des républicains, enfin des laïcs? Je ne sais pas qui est visé. Et puis, le problème, c'est que quand on fait comme lui à évoquer une laïcité idéale, ben, ça veut dire que la laïcité n'existerait pas. Si elle est l'idéal, c'est qu'elle n'y est pas pour l'instant. Et que ce qui existe ne serait pas vraiment de la laïcité. Donc je trouve que c'est une phrase déjà très confuse. On continue, c'est la suite, hein, page 16. Il n'existe pas un modèle français de laïcité, mais différentes représentations selon les acteurs sociaux. Tant que la laïcité française sera essentialisée en un modèle unique, le malaise s'accentuera. Alors là, on peut vraiment y aller dans l'analyse, hein. Pour moi, on en discutera si vous voulez après, mais pour moi, Bobéro commet là plusieurs grossières erreurs. La première, c'est que quand on défend l'idéal laïque, on ne défend pas un modèle, mais on défend un principe. L'idée de modèle, ça sous-entend un petit côté colonialiste. On imposerait un modèle à d'autres, alors qu'on défend un principe. Et au prétexte que la laïcité a émergé en France dans des circonstances particulières, dont on va parler juste après avec le rappel historique, ben pour Bobéro, la laïcité serait finalement quelque chose de relatif, voire d'inapplicable à d'autres contextes. Or, Henri Peignoiris, par exemple, lui dit, mais c'est complètement idiot cette idée, que parce que ça serait né dans un pays, ça ne pourrait pas être développé ailleurs. Par exemple, donc, l'habeas corpus qui est né en Angleterre et qui est la lutte contre l'arbitraire ne pourrait pas être diffusé dans d'autres pays. Donc, c'est un peu étrange comme idée. Deuxième problème, pardon, avec la phrase de Bobéro, c'est qu'il met sur le même plan une définition et des représentations. Alors, bien sûr qu'il existe différentes représentations. Ça sera l'objet de la deuxième partie de cette formation. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, d'instrumentalisation selon les forces politiques. Mais est-ce que pour autant, ça veut dire que la définition de la laïcité est fausse? Non, hein. Bon, mais Bobéro laisse planer le doute. Et en outre, en didactique, on sait que les représentations qu'ont les gens sur un phénomène peuvent empêcher d'accéder à la connaissance. Donc la représentation n'est pas la définition. Bon, troisième problème avec la phrase de Bobéro, parler de modèle unique de manière négative, ben, c'est considérer finalement que les accommodements qu'il y a eu à la laïcité, fussent-ils raisonnables, sont logiques afin d'adapter la laïcité aux sociétés et non l'inverse. Et enfin, quatrième problème, me semble-t-il, quand il dit le malaise s'accentuera, ça veut donc dire que c'est la laïcité et ceux qui défendent la laïcité qui sont les coupables des difficultés et non ceux qui veulent la tordre ou la dénaturer. Bon,
la suite de sa phrase, la croyance en une laïcité française une et indivisible ne permet pas de comprendre le glissement actuel de gauche à droite, voire à l'extrême droite de la laïcité dominante. Alors, ça veut dire quand même pour moi deux choses. Donc, il n'y aurait pas une laïcité une, il y en aurait donc plusieurs. Donc, il y a plusieurs interprétations, on est bien d'accord, mais la définition, il n'y en a qu'une. Et pour Bobéro, ce n'est pas la droite et l'extrême droite qui sont accusés de réinterpréter la laïcité à leur sauce, mais encore une fois, pour Bobéro, c'est plutôt l'intransigeance, mets ça entre guillemets, des défenseurs de la laïcité qui permettent aux droites de s'emparer de la laïcité. Donc à elle seule, vous le voyez, ces quelques lignes montrent à quel point la laïcité a des ennemis là où on croit qu'elle a des amis. Et je finis toujours avec le livre de Florence Rochefort pour vous montrer d'autres phrases encore que moi je trouve quand même des pépites d'horreur, hein. Les analyses historiques ont mis en exergue la dimension exclusive ou au contraire libérale et inclusive de la laïcité française, selon qu'on insiste sur le sur le moment anticlérical des lois de 1901 et de 1904, ou sur le caractère reconnu comme finalement libéral de la loi de séparation des Églises et de l'État en 1905. Alors qu'est-ce que ça veut dire? La référence de 1901-1904, c'est les expulsions des congrégations religieuses de France et l'interdiction de tout enseignement aux congrégations, même les congrégations autorisées, qui doivent donc s'exiler ou se laïciser. Euh, Au passage, c'est exactement le même discours que tiennent Rokhaya Diallo, le sociologue Éric Fassin ou la députée insoumise Ercilia Soudé. C'est-à-dire que 1905 serait libéral alors que les lois actuelles ne le seraient pas et ressembleraient plutôt au moment anticlérical de 1901-1904. Alors je suis désolée, mais si euh, cette loi 1905 qu'ils disent être une loi libérale, elle ne doit pas être si libérale que ça, puisque certains aujourd'hui cherchent à la rendre encore plus libérale et à la toiletter pour l'adapter aux populations musulmanes. Donc il faudrait savoir où elle est libérale et donc finalement elle va très bien, ou elle n'est pas si libérale que ça. Bon, et euh, l'autre problème aussi, c'est que par essence, opposer le moment d'après Rochefort, anticlérical des lois de 1901-1904 à un moment libéral 1905, là où ça pose un souci, c'est que justement par définition, la laïcité est anticléricale, même la loi de 1905. Pourquoi je dis ça? La laïcité, c'est quoi? C'est, entre autres, vouloir s'opposer au cléricalisme, c'est-à-dire à la force du clergé, à sa volonté de domination des sociétés et des gens et de la vie de tous les jours. Comme la laïcité est un principe émancipateur et qu'elle s'oppose au cléricalisme, par nature, elle est nécessairement anticléricale. Donc, opposer anticlérical ne veut pas dire antireligieux. Et donc là, j'ai l'impression que la loi de 1905 n'est pas très bien comprise et les autres moments non plus. Et enfin, je finis, Rochefort donc apprécie beaucoup Bobéro et dit Jean Bobéro a développé la notion de pacte laïque à propos de la loi de 1905. Mais là aussi, je suis désolé, la loi de 1905 n'est pas un pacte. Elle n'a pas été négociée entre deux parties consentantes, mais elle a été votée par les représentations du peuple et violemment rejetée par l'Église. Et quand on nous laisse croire aujourd'hui que finalement le clergé catholique, l'Église accepte la loi de 1905, d'abord ce n'était pas le cas du tout à l'époque, et d'autre part on sait très bien qu'il y a encore des attaques de la part aussi de l'Église catholique pour finalement enlever cette loi ou en tout cas l'affaiblir. Et il y a quelques semaines de ça, le pape actuel, François, a encore dit que la laïcité, la loi de 1905 hein, en France, c'était quand même quelque chose d'un peu trop violent. Donc on voit bien que l'Église ne l'a pas si accepté que ça. Et alors on veut faire croire que les catholiques l'auraient accepté et que les musulmans ne l'acceptent pas, mais de toute façon, à l'époque, ce n'était pas un pacte, et ça ne l'est toujours pas. Donc, ces historiens forment la réalité historique. Alors, je sais bien que l'histoire, ce n'est pas la vérité, c'est un discours d'historien,
Mais là, tout de même, on est vraiment sur de la contorsion sémantique, hein. Alors, je pourrais continuer, mais on ne va pas faire des analyses de tous les livres. Alors, euh, on va faire maintenant un petit peu ce rappel historique, mais avant de faire le rappel de l'histoire de la laïcité, pour voir ce qu'elle est, mais aussi déjà un peu pour voir ce qu'elle n'est pas, on va d'abord faire rapidement l'histoire du mot, parce qu'il y a l'histoire du concept, mais il y a aussi l'histoire du mot. Alors, le mot laïcité, il est issu du grec laïkos, qui veut dire qui appartient au peuple. Le peuple étant le mot laos. Les Grecs ont trois mots pour parler de peuple. Vous connaissez tous le démos, démocratie, hein. Donc ça c'est le peuple politique. Il y a ethnos qui est le peuple biologique. Et le Laos, c'est donc plutôt le peuple qui fait corps, qui vit ensemble. Le laïkos, donc, qui vient de Laos, hein, ben, c'est très clair, hein. C'est tout ce qui est indépendant, ce qui appartient au peuple, eh ben, ça veut dire que ce qui est indépendant des églises, du pouvoir spirituel. L'idée laïque est née avant le mot laïcité, on va le voir, et le mot laïcité est apparu, enfin, c'est pas, enfin, d'abord il y a eu l'adjectif laïque, j'insiste bien sur laïque, invariable, à partir de la Seconde République, qui aurait aimé laïciser l'école, mais qui n'y est pas parvenue. Et c'est elle qui a, enfin, c'est sous la Seconde République qu'on a inventé un nouvel usage du mot laïque, puisque ce mot est hérité du latin ecclésiastique, qui signifiait jusqu'alors non clerc, appartenant au peuple. Et à partir de là, il va revêtir une autre signification, celle qui sera appelée à un grand succès qu'on connaît aujourd'hui, ce qui est indépendant de l'Église. Le substantif laïcité apparaît pour la première fois en 1849, mais il est très très rarement employé. Et il faut attendre la fin du 19e siècle pour que le mot soit un peu plus utilisé et qu'il renvoie vraiment à la conception juridico-philosophique que nous lui connaissons aujourd'hui. Il est apparu vraiment, enfin il est apparu, il a été utilisé un peu plus en 1871 sous la plume de Littré, d'Émile Littré, dans son dictionnaire de la langue française. Et ensuite, ce n'est pas un hasard, dans le dictionnaire de pédagogie et d'instruction dirigé par Ferdinand Buisson, à partir de 1878, la publication s'étale jusqu'en 1887, où il y a un article consacré à la laïcité. Buisson est un protestant, un pédagogue, un laïc qui est un conseiller de Jules Ferry. Et il rappelle tout de même que le mot laïcité n'est pas encore d'usage général, mais qu'on ne trouve pas mieux pour désigner cette exigence et ce principe. C'est ce qu'il dit. Voilà. Alors, on va maintenant faire un petit rappel rapide, hein, parce que il nous reste 20 minutes, un petit rappel, donc cette fois-ci, de l'histoire du concept, hein, au-delà du concept de l'histoire du mot. Donc, je vous ai mis volontairement des images qui datent de l'Antiquité, puisqu'en fait, euh, c'est pendant l'Antiquité que le pouvoir temporel trouve dans sa propre sacralisation religieuse un formidable instrument de légitimation. Alors, on pourrait remonter à l'Égypte ancienne avec le pharaon, hein, qui est fils de Dieu, un fils de Dieu solaire, qui est de nature à la fois divine et humaine. Dans la cité grecque, la religion, elle se fait instrument, elle se fait symbole du lien social, mais il y a quand même une idée qui fait jour, c'est qu'il y a la coexistence des individus dans une même société qui requiert non pas un conformisme religieux, mais qui requiert l'obéissance à des lois communes. Et le droit romain, lui aussi, va conforter une telle liberté et il va limiter le pouvoir du religieux et c'est le pouvoir romain qui stipule la distinction entre, d'un côté, la res privata, donc la chose privée, et la res publica, donc la chose publique. Bon, cependant, les Romains vont sacraliser aussi l'image du chef, hein, puis ensuite donc l'empereur, et il y a le culte de l'empereur. Et le christianisme se développant dans l'Empire romain, eh bien, les religions monothéistes ne reconnaissent pas l'existence de l'empereur en tant que figure religieuse, ne reconnaissent qu'un seul Dieu, et un Dieu qui est distinct des hommes.
Euh, Évidemment, dans ce qu'elle n'est pas, la laïcité, pour beaucoup, enfin pour quelques-uns maintenant, même des historiens, on essaie de lui trouver des racines religieuses, des racines chrétiennes. Le pape Jean-Paul II disait d'ailleurs cela. En disant que dans les évangiles, finalement, on trouve déjà l'idée laïque, puisque Dieu est César, avec la fameuse phrase attribuée à Jésus-Christ, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu, on trouve l'idée de distinction entre Dieu et César. Donc ça prouverait bien qu'il y a une distinction entre les deux pouvoirs, le spirituel et le temporel. Sauf que c'est quand même assez incroyable de euh, confondre distinction et séparation. Ce n'est pas parce qu'il y aurait deux pouvoirs distincts que pour autant ils sont séparés. Et on sait très bien que pour les religions, il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de séparation, puisque dans les évangiles, Paul dit également, toute puissance vient de Dieu. Donc on voit bien que la distinction qu'avait pu évoquer Jésus tombe à l'eau, puisque tout pouvoir vient de Dieu. Alors, je passe rapidement les étapes. L'Empire romain ne reconnaît pas le christianisme jusqu'à l'empereur Constantin en 312-313, qui tolère donc le christianisme parce il avait utilisé les chrétiens pour combattre un rival, et donc il va tolérer le catholicisme. Et à partir de euh, 325, hein, il y a le concile de Nicée qui va mettre au point les dogmes chrétiens. Et c'est à partir de ce concile qu'on va voir apparaître la notion d'hérésie. Bon, on avance dans le IVe siècle avec un autre empereur qui, lui, cette fois, Théodose, fait du christianisme une religion d'État. Donc désormais, c'est les chrétiens qui vont, enfin, ce sont les chrétiens qui vont considérer les autres minoritaires et qui vont pouvoir les persécuter. C'est-à-dire quand eux étaient minoritaires, ils étaient persécutés, ils sont d'abord tolérés, puis ensuite religion d'État, et à leur tour, ils martyrisent les autres. Et puis c'est ensuite, dans le courant du Ve siècle, qu'un empereur, Théodose II cette fois, prône carrément la destruction de tout ce qui peut exciter la colère de Dieu et blesser les consciences chrétiennes. Bien. Et cette idée que finalement, on va pratiquer à l'intérieur de la communauté des chrétiens une voilà, enfin, il faut vraiment être croyant en fonction du dogme, et donc on va chasser les hérétiques. On va retrouver à l'extérieur la même idée avec l'idée des croisades, qui auront lieu donc au Moyen Âge. Donc on voit bien qu'on a là l'idée de la soumission à Dieu qui prend corps par une législation directement inspirée des dogmes. Bien. Euh, Au Moyen Âge, l'alliance du trône et de l'autel va être vraiment importante et le christianisme va promouvoir cette alliance. Ça veut donc dire quoi? Que le roi ou l'empereur peut être ministre de Dieu sur la terre et donc forcément couronné par Dieu. Mais il n'en est pas moins un homme. Donc la sacralisation dont il fait l'objet le met hors de portée de toute critique éventuelle de ces sujets et finalement constitue un principe de légitimation de sa puissance et de l'usage qu'il en fait. Donc on voit bien que l'Église, qui depuis le IVe siècle est une puissance établie, ne se contente pas de jouer un rôle spirituel, mais elle entend déjà jouer des leviers sur le pouvoir temporel. Alors évidemment, pour la France, alors on est encore dans la Gaule qui devient la France avec le baptême de Clovis qui va sceller en 496 à peu près hein, la première alliance vraiment entre le pouvoir royal et le pouvoir clérical. La dynastie mérovingienne perpétue cette alliance. Elle prolonge un accord avec les évêques et le pape. Les Carolingiens avec Charlemagne, évidemment, continuent aussi. Hein, on se met au service du christianisme. Néanmoins, il y a déjà chez Charlemagne une volonté que le temporel soit un peu plus supérieur au spirituel. Et évidemment, ça va nous amener à une rivalité ensuite avec la dynastie capétienne, qui même si il y a toujours cette idée de défendre le christianisme, la dynastie capétienne rentre souvent en conflit direct avec le pouvoir religieux. Évidemment, l'affrontement le plus connu, c'est celui entre Philippe le Bel et Boniface VIII, enfin, le pape donc Boniface VIII, qui va être à l'origine du gallicanisme.
C'est-à-dire que, en fait, bon, alors, c'est un peu compliqué l'origine, mais euh, le, le, le roi, hein, enfin le pouvoir temporel, donc, veut interdire aux souverains séculiers, donc euh, non, pardon, le pape veut interdire aux souverains séculiers de prélever des impôts sur le clergé sans l'accord du pape. Donc là, on voit qu'il y a un enchevêtrement entre spirituel et temporel. Évidemment, la guerre avec le pape est ouverte. Et Philippe le Bel considère que le roi est empereur dans son propre royaume et qu'il ne détient nullement l'autorité du pape, enfin son autorité du pape. Et donc c'est l'origine du gallicanisme. Et en Angleterre, on voit aussi ce même type de conflit avec l'anglicanisme. Et le roi anglais dit qu'il est le seul chef suprême de l'Église d'Angleterre. Alors pourquoi j'insiste un peu sur le gallicanisme? C'est que là encore, pour beaucoup d'historiens, de plus en plus en tout cas aujourd'hui, eh bien le gallicanisme serait finalement déjà un ancêtre, une racine de la laïcité. Mais pas du tout, puisque même s'il y a une volonté du pouvoir temporel d'être, euh, de se démarquer un peu du pouvoir spirituel en étant supérieur, il n'y a aucune distinction. Il y a toujours les deux qui sont intimement liés. L'Europe et la France, entre autres, vont connaître au XVIe et XVIIe siècle les guerres de religion, puisque avec l'apparition de la religion protestante qui remet en cause le pouvoir du pape et qui critique évidemment les excès, les défauts du catholicisme et de la papauté. Le protestantisme refuse le clergé et veut un lien direct entre l'homme et sa foi qui passe donc uniquement par le livre sacré et pas par un clergé. Donc il y a des guerres de religion. La grande question qui va se poser pendant la Renaissance et toute la période humaniste, c'est le pouvoir politique peut-il continuer à prendre parti pour une religion contre d'autres types de convictions? Alors, c'est pour ça aussi que certains historiens laissent croire que la laïcité peut avoir des origines dans la réforme protestante, mais non, ce n'est pas le cas. Euh, il y a peut-être une histoire, il y a peut-être un contexte qui va permettre d'expliquer que la laïcité arrivera ensuite, mais ce n'est pas aussi direct. En tout cas, ce qui est clair avec cette période de réforme, c'est que l'idée que la religion des sujets doit être celle de leur roi illustre finalement la confusion de la domination politique et de la domination spirituelle. Et les protestants refusent que ça soit une foi, une loi, un roi, une foi, une loi. Et les protestants entendent jouir des mêmes droits que les catholiques pour pratiquer leur religion. Bon, ces guerres de religion, il y en a 8 en France qui ensanglantent donc le royaume. Et le protestantisme, donc, grâce à l'édit de Nantes, qui est le dernier édit de tolérance, on devrait dire en fait édit de pacification, eh bien, le protestantisme se voit reconnaître une certaine liberté de culte. Elle est limitée, hein, toutefois, elle est conditionnée et elle est assignée territorialement. Mais bon, en tout cas, le protestantisme est toléré. Mais il est tellement toléré qu'un siècle plus tard, avec Louis XIV, eh bien, lui, il réforme, hein, enfin, il supprime l'édit de Nantes avec l'édit de Fontainebleau. Il repratique donc une intolérance et il considère que le roi est ministre de Dieu sur la terre. Donc ça veut dire que la religion des sujets doit être la religion du roi. Bon, euh, volontairement, je ne parle pas maintenant des lumières des philosophes, hein, Rousseau, Voltaire, pour le garder pour la deuxième partie avec ce que la laïcité n'est pas, pour justement comparer avec la tolérance et voir les différences. Et donc, je passe à la fin de l'Ancien Régime avec, en 1787, un nouvel édit de tolérance qui est publié pour les protestants et les juifs, mais on est toujours sur de l'édit de tolérance. Et donc c'est avec la Révolution française qu'on a là véritablement une rupture où déjà en 1790, avec la constitution civile du clergé, on demande, on exige des prêtres qu'ils jurent fidélité à la Constitution. Évidemment, des prêtres vont jurer, mais d'autres vont être réfractaires. Il y a donc une crise.
Et cette crise souligne finalement la nécessité d'une solution beaucoup plus nette, qui est finalement la séparation des églises et de l'État. Et cette séparation est inscrite dans la Constitution de 1795. Je vous cite donc l'article. Nul ne peut être empêché d'exercer, mais j'ai oublié moi d'avancer. Ah non, 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 c'est bon. Nul ne peut être empêché d'exercer en se conformant aux lois le culte qu'il a choisi. Nul ne peut être forcé de contribuer aux dépenses d'un culte. La République n'en salarie aucun. Donc on voit déjà qu'on est sur une première séparation. Je passe vite puisque c'est Bonaparte, consul et ensuite empereur, qui supprime cette constitution de 1795, pardon, et qui va établir le Concordat, où le Concordat établit que le catholicisme est qualifié de religion de la majorité des Français, même si les prêtres sont nommés par l'État, ce qui ne plaît pas évidemment au pape. On se rend compte que finalement, ben, l'État n'est pas laïque avec le concordat, ce qui pose question sur le maintien du concordat aujourd'hui dans certaines régions de France. Les religions qui sont des options particulières, finalement, elles jouissent avec Napoléon d'un statut de droit public. Bon, avec la restauration royale à partir de 1815, c'est de nouveau la même idée. Il y a même un retour encore un peu plus de la religion. Avec la monarchie de Juillet à partir de 1830, même si on va avoir quelques mesures concernant l'éducation qui sont un peu plus favorables, puisque la loi Guizot demande à ce que l'enseignement primaire ça soit les communes qui s'en occupent. Il y a quand même toujours un enseignement confessionnel aussi. Et avec la Deuxième République, donc celle qui instaure le mot laïcité, il y a le projet de laïciser l'école avec Hippolyte Carnot, le ministre de l'Instruction, mais la République n'a pas le temps, elle ne dure que 3 ans, et donc le projet avorte. En revanche, sous la Deuxième République naît la libre pensée. 1848, c'est la première association française. Alors, la libre pensée a beaucoup changé aujourd'hui. Hein, on en reparlera la prochaine fois. Mais en 1848, tu me dis, Frédéric, d'arrêter? Non, encore 2 minutes. Ou c'est par rapport à la libre Je dis pensée? juste que oui, la libre pensée, on en parlera plus tard. C'est Voilà, dans compliqué, la surtout en ce deuxième moment. partie. Voilà. Donc, juste pour dire quand même que c'est la première association qui est créée en France. Il n'y a pas encore la loi, hein, 1901, mais c'est pas tout à fait le même type de création. Mais n'empêche, elle a déjà la laïcité au cœur du mouvement d'émancipation des ouvriers. Et il s'avère que comme les conservateurs vont remporter les élections législatives parce que le suffrage universel masculin n'a pas été accompagné d'instructions, qu'il n'y a pas d'isoloir, et donc les gens, les métayers, ils votent comme leur maître leur demande de voter, c'est une assemblée conservatrice qui est issue de cette élection de avril 48. Et donc il y a le ministre Fallou qui fait voter une loi qui permet aux écoles publiques certes enfin d'être entretenu par les communes, mais il y a aussi les écoles libres qui vont pouvoir être entretenues aussi. Ce qui fait dire à Victor Hugo, je veux l'État chez lui, hein, tout le monde connaît la formule, et l'Église chez elle. Bon, 1864, le pape Pie IX, dans son Syllabus, qui dénonce pêle-mêle la liberté de conscience, qui dénonce toutes les formes d'émancipation humaine, et ben du coup, l'anticléricalisme commence à se développer de plus en plus. Edgar Quinet, avec Victor Hugo, prend la défense d'un principe d'une école républicaine laïque, et on voit que l'école va se laïciser finalement avant l'État. Et il y a évidemment, on l'oublie toujours, la période de la Commune de Paris. Évidemment, ça ne dure que 2 mois, mars-mai 1871, mais on a là la deuxième tentative de séparation Église et État. Bon, je ne vous rappelle pas l'histoire de la commune, hein, vous savez. Et là, donc, on voit bien que, encore une fois, dans l'article premier, on voit l'Église est séparée de l'État. Mais la commune ne dure pas suffisamment. En tout cas, on voit bien que ce mouvement est à la fois patriote et laïque et qui fait écho à la Constitution de 1795. Et cette commune considère que la liberté de conscience est la première des libertés. Elle considère que le budget des cultes est contraire au principe justement de liberté de conscience. Et elle considère que le clergé a été complice des crimes de la monarchie contre la liberté.
Bon, la commune ne dure pas, cette séparation donc entre Église et État ne dure pas, mais l'idée fait son chemin. Et donc, l'idée de déconfessionnalisation de la vie publique et avec la Troisième République qui va être aux mains des républicains à partir des années 1880, les fameuses lois scolaires de Jules Ferry, on a non pas l'école qui devient obligatoire, mais l'instruction, il ne faut pas confondre, mais en tout cas l'école devient gratuite et laïque. Mais Jules Ferry, on ne connaît que lui. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Ferdinand Buisson. Je pourrais vous parler aussi de Félix Pécaud. Il est béarnais, il est de Salis de Béarn. C'est un des conseillers de Jules Ferry et surtout de Buisson. Il est protestant lui aussi. Voilà ce qu'il dit sur la laïcité. L'État en France, il dit ça en 1871, hein, l'État en France n'est pas plus catholique qu'il n'est protestant, juif, musulman. Dès lors, le rôle de l'État dans les écoles publiques se dessine clairement. Il n'a rien de commun avec celui que lui tracent les révolutionnaires, les théocrates ou les socialistes autoritaires. La fonction de l'État, c'est de mettre l'homme, par l'instruction, en état de se développer, c'est de préparer un libre jeu à toutes les facultés de la nature humaine. L'État ne connaît ni catholique, ni protestant, ni adhérent de telle ou telle doctrine philosophique, il ne connaît que des citoyens. Ben, quelle plus belle définition finalement de la séparation et de la laïcité. Bien. Et je passe donc très très vite. On se rend compte donc que l'école est laïcisée avant l'État. 1881-82, c'est d'abord le programme scolaire qui sont laïcisés. La loi Goblet en 1886 complète en laïcisant le personnel et en laïcisant les locaux. C'est-à-dire que les croix sont enlevées des murs, non sans difficulté, mais bon. Ensuite, il y a l'affaire Dreyfus, évidemment, qui va accélérer l'idée de volonté de séparation entre l'État et les églises, parce qu'on se rend compte qu'il faut un dispositif juridique qui soit plus adéquat avec une laïcité véritable et une indépendance quoi, entre finalement ces deux pouvoirs. Bon, il y a la partie où c'est Émile Combes qui est président de conseil alors qu'il est anticlérical, il ne veut pas mettre fin au concordat parce qu'il voit là un moyen de contrôler l'Église. Et donc pour lui, c'est une stratégie. Mais l'idée de séparation est vraiment en marche. Déjà, d'ailleurs, en 1904, la Ligue des droits de l'homme, elle organise le 18 décembre une journée laïque de la séparation des églises et de l'État. La rupture diplomatique avec le Vatican est effective. On voit bien que ça prépare vraiment la séparation. Et en juillet, la loi est votée à l'Assemblée et elle est ensuite votée au Sénat le 9 décembre. Elle est adoptée. Et donc, tout le monde connaît le premier article. La République assure la liberté de conscience, garantit le libre exercice des cultes dans l'intérêt de l'ordre public. Et le deuxième article, elle ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Alors on croit qu'il n'y a que ces deux articles, il y en a bien d'autres. On ne va pas développer, il y en a beaucoup, il y en a qui sont intéressants. En tout cas, cette loi nous permet de ne pas confondre le culturel et le cultuel comme c'est le cas aujourd'hui. Alors, je finis, hein, je vais très très vite pour dire que euh, hop, il y a évidemment le régime de Vichy. Alors, pardon, avant, il y a le Front populaire dans les années 30, et même avant, après 14-18, en 1924, il y avait l'idée d'essayer de récupérer, enfin de supprimer le concordat, puisque l'Alsace et la Moselle, si elles ont le concordat, c'est parce qu'au moment où la loi de 1905 est passée, elles n'étaient pas françaises. En 1924, donc le bloc des gauches au pouvoir veut enlever le concordat. Ça ne passe pas. On dit que c'est pas le moment de raviver, après la guerre de 14-18, une nouvelle guerre entre Français, dont finalement ça laisse couler jusqu'à aujourd'hui. Jean Zay, en 1936 et 37, fait deux circulaires vraiment qui ont été oubliées, mais qui sont les prémices de la loi de 2004, où il dit que l'école doit être un lieu de quiétude, donc il ne faut pas qu'il y ait de pression. Alors il ne parle pas forcément de religion, il parle de politique, parce que lui, il vise les ligues d'extrême droite à l'époque, mais il y a déjà l'idée qu'il faut aussi peut-être neutraliser les élèves et pas que le personnel enseignant.
Le régime de Vichy, lui, évidemment, c'est une entorse terrible à la laïcité. Et on considère, Végan va dire que si la France en perdu, c'est à cause de l'école sans Dieu. Bon. Et puis, après la Deuxième Guerre mondiale, pour la première fois, avec la constitution de la Quatrième République, la laïcité est véritablement un principe constitutionnel. Il faut attendre 1946 pour qu'elle le devienne. La République devient laïque et sociale, hein, on oublie démocratique et sociale. Donc, c'était un principe de séparation en 1905 qui devient constitutionnalisé en 1946, qui est de nouveau constitutionnalisé en 58 avec la Cinquième République, mais la Cinquième va commettre une entorse terrible avec la loi Debré, qui permet de financer par l'argent public l'enseignement privé. Il y a 1 million hein, de laïcs là dans la rue, mais malgré tout, cette loi est maintenue jusqu'à aujourd'hui. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, enfin même si en 69, certains d'entre nous n'étaient pas nés, mais même moi, quand j'étais élève dans les années 70-80, il y avait encore toute cette quinzaine de l'école publique avec des timbres qu'on devait vendre. Ma mère, Josette doit se rappeler, ma mère était enseignante et nous, on avait ça. Mais ça n'y est plus aujourd'hui dans l'école publique, ces quinzaines de l'école publique qui portent la vie, qui est vraiment émancipatrice. Et moi, je regrette que l'école ne remette pas ces campagnes propulsives, justement. Bon, alors finalement, je termine, hein, 2 minutes. Finalement, on a cru longtemps en France que le principe de laïcité était acquis. Les laïcs ont un peu baissé la garde, pensant qu'il n'y avait plus à le combattre. Et puis, avec la mondialisation, avec la diversification de cultures, eh bien, on s'est rendu compte que il pouvait y avoir des incompréhensions et d'autres types d'entorses. On connaît tous les affaires du voile islamique à Creil en 1989. Il n'y a pas que Creil qui est concerné, il y a d'autres établissements. Et à partir de là, de nouveau, on se rend compte que la laïcité, il faut continuer à la protéger et à la combattre. Pardon, pas la combattre, la défendre, pardon, et à combattre ceux qui, justement, veulent la supprimer. Mais en 89, surprise, Lionel Jospin, ministre de l'Éducation, ne défend pas véritablement. Il a une conception extrêmement libérale, justement, en disant que, bof, le voile, bah, il faut les laisser. Il faut d'abord dialoguer, puis après, tant pis, il faut les laisser. Ça va être de la consternation dans le monde enseignant. Et si le PS a perdu beaucoup de voix, c'est aussi pour cette raison-là. Euh, il laisse démunis les chefs d'établissement. Il faut attendre, paradoxalement, Bayrou, qui est ministre, et avec sa circulaire de 94, qui est un peu un ancêtre de la loi de 2004. Alors, paradoxalement, Bayrou veut remettre la loi Fallou, et il va avoir des gens dans la rue, et donc il va arrêter son projet. Et pourtant, par rapport aux signes religieux à l'école, il a fait cette circulaire de 94, mais qui n'était qu'une circulaire, donc il n'a pas force de loi. Et il faut attendre 2004 pour avoir la loi du 15 mars 2004 à l'école, qui donc cette fois-ci neutralise aussi les élèves. Et je termine juste en disant qu'il y a les combattants de la loi de 2004, dont Bobéro, qui considèrent que on dit que l'école est inclusive et accepterait la diversité en mettant à la porte ceux qui sont dans cette diversité. Donc là, il y aurait une contradiction. Alors que ceux qui défendent la loi de 2004, Abdenour Bidar, Henri Peña-Ruiz et d'autres, disent, dans l'esprit de Jean Zay, l'école est un lieu de quiétude, on n'est pas là pour communautariser, fragmenter en se reconnaissant par des signes, sachant que c'est des signes religieux ostensibles et pas tous les signes, même les discrets sont acceptés, que ce n'est pas l'islam qui est visé, mais toutes les religions, alors que ceux qui combattent cette loi disent que c'est une loi islamophobe, et je mets ça entre guillemets. Et puis il y a surtout des jeunes filles musulmanes qui avaient dit à la commission Stasi, venez nous aider, on a trop de pression et on veut que l'école soit une respiration laïque où là au moins on pourra ne pas porter le voile. Et donc aujourd'hui, on est encore de plus en plus dans ces confusions et dans ces combats, mais on en parlera plutôt la prochaine fois avec une partie de la gauche qui a abandonné le combat laïque, pour des raisons peut-être électoralistes, mais pas que,
La droite qui finalement s'érige en défenseuse de la laïcité à rebours de l'histoire. Donc ça, on verra la prochaine fois ces instrumentalisations. C'était une gageure de tenir 1 heure sur l'aspect juridique, politique et donc historique. Mais donc pour rappeler que finalement, je fais ma conclusion, ben, la laïcité, il n'y a qu'une définition, c'est ce qui est indépendant de l'Église et c'est ce qui garantit la liberté de conscience et l'égalité entre les citoyens. C'est très simple et finalement, il n'y a pas de confusion à avoir là-dessus. Dans ce débat sur, il y aurait pas une définition de la laïcité, mais plusieurs. La première réponse qu'on peut apporter, c'est qu'en fait, la laïcité, elle est très simplement définie par le fait qu'il y ait des lois et que la laïcité, ce sont d'abord des lois qui sont ensuite transformées en principes constitutionnels, Céline l'a rappelé, mais les lois françaises qui instaurent la laïcité avec plusieurs moments différents sont très convergentes en fait sur la liberté de conscience, sur la neutralité de l'État, du service public, des agents publics, de l'école publique et la défense par rapport à une intrusion du religieux, d'un point de vue, pas l'intrusion du religieux. Le religieux a le droit dans le public, le religieux existe dans le public. Une procession catholique, en général, c'est plutôt les catholiques qui font des processions, c'est possible dans l'espace public. Une prière de rue, si elle a été déclarée à l'avance et qu'elle a été acceptée par la préfecture parce qu'elle ne trouble pas l'ordre public, c'est possible aussi. Un curé qui se balade en soutane dans la rue, c'est possible. Mais ce qui est l'intrusion du pouvoir religieux dans le politique et dans la décision des affaires publiques. Ce qui m'amène à plusieurs choses. Oui, il y a une distinction dans un certain nombre de traditions religieuses, et pas que des traditions chrétiennes, entre le spirituel et le temporel. Certaines peuvent même aller jusqu'à, dans l'idée de préserver la liberté du religieux, dire que le temporel n'a pas du tout à exercer de pouvoir sur le spirituel, et réciproquement. On parlait tout à l'heure, Céline parlait de la réforme, qui émet effectivement un certain nombre de séparations. Luther, qui est un mystique, donc pour lui, il n'y a que le religieux qui compte, mais surtout, il ne faut pas du tout prendre appui sur le religieux pour faire de la politique. Et il apparaît, on en a parlé dans les séances sur l'histoire du socialisme français, je fais toujours ma petite provoque au départ. Luther ne supporte pas, quand il y a la guerre des paysans en Allemagne, il ne supporte pas que ces paysans révoltés prennent prétexte de revendications religieuses ou spirituelles pour justifier leur révolte. Et donc, comme c'est absolument insupportable d'un point de vue religieux, il va appeler le pouvoir politique et les nobles à massacrer les paysans. Donc il prend lui-même une décision politique, en fait. Et d'une manière générale, même une religion qui, au départ, justement, essaie de distinguer le spirituel et le temporel, quand vous lui donnez le pouvoir, quand vous lui donnez la majorité, les expériences que je qualifierais de césaropapistes dans les pays à majorité protestante sont légion dans les pays scandinaves, dans les différentes principautés allemandes. En Grande-Bretagne, on a du césaropapisme. On a le pouvoir politique et le pouvoir religieux en pays protestants qui sont mêlés. Et effectivement, je ne suis pas sûr que notre débat ce soir soit de savoir si notre laïcité est transposable à l'extérieur. Préoccupons-nous de nous déjà parce qu'on a déjà fort à faire. Oui, nous avons une histoire particulière. Oui, on a une France qui se déchristianise dès après les guerres de religion. On a une France où la déchristianisation s'amplifie avec la Révolution. Et on a, et je pense que ça peut résonner aujourd'hui avec ce qu'on vit, parce que les phénomènes géopolitiques et politico-religieux à l'échelle internationale, ça a encore de la valeur pour ce qu'on vit aujourd'hui. On a une religion catholique qui, au XIXe siècle, pense que pour survivre, elle doit combattre
la Révolution et les principes révolutionnaires de la Grande Révolution française. Et donc toute une histoire du catholicisme au XIXe siècle et au début du XXe siècle, c'est aussi la volonté d'être réactionnaire et de prendre du pouvoir politique. Donc la République, ou l'idée républicaine, quand elle s'établit forcément contre une religion catholique, un pouvoir catholique, parce qu'il a du pouvoir en France, et un pouvoir politique, ne serait-ce qu'en termes, on va dire, de cohabitation avec des cultures confessionnelles minoritaires. Regardez les temples, alors je ne sais pas pour les synagogues, mais regardez les temples qui ont été construits avant 1848 en France, sachant qu'ils ont tous été rasés après 1685 et la révocation de l'édit de Nantes. Ils sont construits en fond de cours. On ne les voit pas. Pourtant, ils ont tout à fait droit de citer, entre guillemets. Ils ont tout à fait droit d'exister. Mais la pression catholique fait que si vous êtes d'une religion minoritaire, vaut mieux qu'on ne vous voit pas trop. Les temples qui sont construits avant la Deuxième République sont construits en fond de cours. On ne les voit pas en façade sur la rue. Ça montre bien qu'il y a un pouvoir religieux dans la société qui est lié aux politiques, encore à cette époque. Et quand vous avez la République qui essaie de s'installer, à partir de 1871, mais surtout à partir du moment où vous avez une majorité républicaine à la Chambre des députés, vous avez des poussées de réaction politique côté catholique, euh, où il a fallu combattre le pouvoir religieux de l'Église. Ça se fait aussi par la volonté de laïciser l'école. Ça se fait aussi par les expulsions très violentes qu'il y a eu contre l'Église catholique. Et oui, dans le débat parlementaire avec Briand et compagnie, on a Briand et Jaurès qui sont des gens plus intelligents que la moyenne. C'est pas moi qui dirais le contraire. Ils ont à l'Assemblée, à la Chambre des députés, des gens qui confondent la laïcité, l'anticléricalisme avec l'athéisme militant. C'est pas la même chose. L'extrême gauche parlementaire, à l'époque, c'est quand même ça. Vous avez de Là, l'autre c'est Maurice côté, Allard, par exemple. voilà, vous avez de l'autre côté des vrais réacs à la Chambre des députés. Ils siègent encore, et en soutane parfois. Et donc, oui, ils vont faire une loi de compromis et une loi libérale. Mais dans cette loi de compromis et cette loi libérale, et ce qui pose problème avec la loi séparatisme, c'est que toutes les mesures de contrainte possibles, quand l'Église tente de perturber l'ordre public et de reprendre du pouvoir politique, elles y sont déjà. Et elles sont trop peu appliquées. Les lois qui permettent de virer un imam ou de virer un curé qui tente de faire de la politique en chair, d'influencer sur les élections, ou qui tient des propos illégaux parce que incitation à la haine, tout ce que vous voulez, ça existe, il n'y a pas besoin d'autres lois, ça existe déjà dans la loi française. Et ça existe déjà depuis 1905. Il y a des tas d'articles qui ne servent plus à rien dans la loi de 1960, notamment sur comment on fait quand on a des curés qui sont payés par l'État pour que petit à petit, ils soient plus payés par l'État. Ça, c'est dans la loi de 1905. Ça n'a plus aucune utilité. Ce n'est plus en activité aujourd'hui. Voilà. Et c'est la même chose avec les lois de 2004. On est toujours dans une logique cohérente. Donc, il y a bien une dimension de cohérence. Et juste sur la laïcité, il n'y a qu'une définition. Il y a la loi française, il y a des principes. Et l'application de la loi française, c'est la laïcité par rapport à, oui, une histoire particulière, mais qui n'est pas une histoire qui oublie le reste. Par exemple, il y a le mythe de la laïcité française n'a pas pris en compte l'islam. Ce serait arrivé après. C'est faux. En 1905, je vous l'ai dit lors de précédentes séances de formation, il y a l'Algérie. Alors, c'est pas encore des départements français, mais néanmoins, vous avez des représentants français et le pouvoir français est bien plus installé que dans d'autres colonies. Et donc la question est posée de savoir si la loi de 1905 va s'appliquer en Algérie. Et il y a eu un vote sur le fait de savoir si ça s'appliquait en Algérie. Et le vote, il a été positif. Ça s'applique en Algérie. Les imams sont autant considérés que les rabbins ou les curés par la loi de 1905, dès 1905. Voilà. Donc, voilà. Par contre,
je disais, nous avions une église catholique au XIXe siècle qui était dans une volonté de réaction et d'abattre la République et d'abattre l'héritage et le souffle de la Révolution française. Aujourd'hui, vous avez un phénomène extérieur dans deux courants religieux importants. C'est vous avez une lutte pour la définition politique et spirituelle de ce qu'est l'islam, qui est violent d'abord pour les musulmans eux-mêmes, qui, nous ne sommes pas sous cloche en France, ce débat, il intervient en France aussi, et donc les attaques contre la laïcité, les attaques contre les équilibres qui ont été trouvés et la façon dont aujourd'hui vous avez des gens qui sont convaincus par ces thèses entre guillemets islamistes, du soft au plus radical, qui viennent remettre en cause la laïcité, c'est parce que nous sommes perméables à ces débats internes à l'islam. Et de l'autre côté, vous avez effectivement une offensive internationale des évangéliques, mais qui est un plan, entre guillemets, coordonné à l'échelle internationale. Je vous invite à regarder, ça doit être en replay sur Arte. Il y a un excellent documentaire en 3 parties, y compris avec des repentis qui ont compris ce qu'ils avaient déclenché et qui aujourd'hui s'en mordent les doigts quand ils voient Trump au pouvoir. Mais c'était déjà la même chose avec Reagan. Voilà. Donc, on n'est pas sous cloche. Et les coups de boutoir qu'on prend aujourd'hui, ils viennent de ce qui se passe dans le monde. Et c'est pas la laïcité qui n'est pas adaptée, ce sont des offensives religieuses qui viennent d'ailleurs et qui évidemment pénètrent le débat public français. Un mot quand même sur 89 et Jospin. Merci. Jospin en 89, effectivement, n'est pas très courageux. Je suis pas sûr que ce soit. Je pense qu'il n'a pas été courageux parce qu'il n'a pas voulu prendre de décision lui-même. Par contre, il est allé consulter le Conseil d'État. Et c'est le Conseil d'État qui a dit, oh, si le voile à l'école, c'est possible. Et c'est là où on a un problème. Et c'est là où il a fallu préciser la loi, et c'est là où la loi de 2004 était nécessaire, parce qu'on s'est rendu compte que la circulaire Janzé, que tout le monde avait oubliée, puis ensuite celle qui viendra après Jospin, la circulaire Bayrou, bah, c'était pas suffisant. Mais on a eu un problème juridique parce que le Conseil d'État, à ce moment-là, a jugé que la loi française permettait le voile à l'école.